Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 14 mai. La victoire de Silvio Berlusconi en Italie. 7 ans après un bref passage au pouvoir, le magnat de la télé italienne reprend les rênes du pays. Un scrutin marqué par la baisse d'influence de son allié de la Ligue du Nord, Umberto Bossi. La France appelle à la vigilance. Au Pays basque espagnol, c'est la victoire des indépendantistes modérés. Les partisans de l'ETA reculent et le Parti populaire de José María Aznar échoue dans sa tentative. À la veille de la discussion du projet de loi sur la Corse à l'Assemblée nationale, les députés affinent le texte et les nationalistes insistent sur le respect des accords passés. La révision du procès d'Omar Haddad, décision le 25 juin, l'avocat général se dit favorable à l'examen du dossier par la Cour. Et puis le succès des RTT, les réductions du temps de travail, près de 60% des salariés estiment que l'arrivée des 35 heures s'est traduite par une amélioration de leur vie quotidienne. Enfin, Cannes, Claude Sérillon, vous êtes sur place avec aujourd'hui un hommage rendu à un grand monsieur du cinéma. Oui, tenue de soirée à Cannes pour un hommage du festival à Gérard Houry. Il n'a fait que 17 films en tant que réalisateur, mais Dieu qui nous a fait rire. Et ils étaient très nombreux, ses amis, ses comédiens qui ont joué dans quelques-uns de ses films, à l'entourer avant la montée des marches de ce festival. Vous en voyez quelques-uns. Gérard Houry était bien sûr en compagnie de Michel Morgan, de sa fille Danielle Thompson, de son petit-fils Christopher Thompson, et puis de Jean-Paul Belmondo. Eh bien, tous les 5 seront nos invités prestigieux autour d'une table, ici même, en direct de Cannes à la fin de cette édition. C'est vous dire l'affiche que nous vous proposons. Et puis j'ajoute juste, Benoît, qu'ici où on parle beaucoup politique à Cannes, eh bien on a beaucoup eu d'intérêt pour les élections italiennes. Je crois que c'est l'ouverture de l'édition. À vous. Absolument, Claude. Merci, à tout à l'heure. Si ce n'est pas donc le raz-de-marée annoncé par les sondages, la victoire de Silvio Berlusconi n'en est pas moins franche en Italie. Son adversaire de gauche, Francesco Rutelli, vient de le reconnaître. La formation de Berlusconi, Forza Italia, est aujourd'hui la première force politique du pays. Les Italiens ont choisi l'alternance tout en marginalisant la Ligue du Nord d'Umberto Bossi. Reportage d'Anne Poncinet et de Pierre Moscovici à Rome. Même le drapeau de Forza Italia a du mal à prendre le vent. C'est à peine croyable. Le parti vainqueur des élections tient porte fermée, n'a organisé aucune fête. Il faut vraiment chercher dans les kiosques pour savoir que l'Italie est en train de vivre une alternance politique. Le centre de presse de la coalition de Silvio Berlusconi a même été brusquement fermé à la mi-journée. C'est à peine si les caciques du parti ont pu commenter leur victoire. La raison fondamentale de ce résultat, c'est que les Italiens ne veulent plus d'une politique faite à coups de dépenses publiques excessives, plus d'intrusion de l'État dans la vie privée et de ce niveau d'imposition devenu intolérable. Cette étonnante absence de triomphalisme du parti de Silvio Berlusconi tient peut-être au fait que les résultats ont tardé à venir. Car ce vote fut épique. Il devait se terminer à 22 h, c'est finalement à 4 h du matin que le dernier électeur a pu mettre son bulletin dans l'urne, après des heures d'attente. À Naples, les électeurs en colère en sont même venus aux mains. Finalement, à la mi-journée, les jeux étaient faits. La droite a la majorité des 2 chambres législatives. Après 5 ans de gouvernement, la gauche ne peut plus espérer que des victoires aux municipales. J'assure au pays que nous serons une opposition incisive et intransigeante face à une droite en laquelle nous n'avons aucune confiance. Les bruits de la campagne électorale s'estompent. La bataille pour la formation du gouvernement peut maintenant commencer. Il y a 7 ans, le magnat de la presse italienne faisait un passage aussi bref que tumultueux à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, plus grande fortune du pays, Silvio Berlusconi balaye d'un revers de main ceux qui craignent un quelconque conflit d'intérêts et annonce son intention de s'installer pour durer. Quel a été l'itinéraire de cet ancien vendeur d'aspirateurs devenu au fil du temps industriel du bâtiment, grand patron de télé et chef incontesté de la droite italienne? Les réponses de Maryse Burgo. Un certain complexe de supériorité. Silvio Berlusconi l'avoue, il s'aime beaucoup et de cet ego, il a fait son atout, son plan pour gagner la bataille de l'image. Aucun complexe donc, lorsqu'il distribue au début de sa campagne ce kit électoral à tous les candidats de sa coalition. À l'intérieur, une sorte de roman photo, tout à la gloire de sa vie, qu'il enverra ensuite à des millions d'exemplaires aux électeurs italiens.
Et voici sa dernière trouvaille. La semaine dernière, il s'engage, par contrat écrit, en direct à la télévision, à réussir dans la gestion du pays comme il a réussi dans ses propres affaires. Si je ne réalise pas les 5 objectifs que je me suis fixés, qui sont facilement quantifiables, alors je quitterai définitivement la politique et je ne me représenterai pas à des élections. Satisfait ou remboursé, Silvio Berlusconi fait de la politique comme il gère son empire et quel empire. À travers sa société, la Fininvest, il possède 3 chaînes de télévision privées et des entreprises de toute nature, de l'édition en passant par le cinéma, l'immobilier ou encore le football avec le plus prestigieux des clubs italiens, le Milan AC. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai bâti des villes et puis j'ai fondé un parti politique qui est devenu le premier parti politique. Toujours très prolixe sur ses succès, l'homme le plus riche d'Italie est donc en passe d'en devenir le plus puissant. Et ce, malgré l'évident conflit d'intérêts entre l'entrepreneur de talent qui s'invite volontiers sur ses propres plateaux de télé et le probable Premier ministre. D'autant qu'en devenant chef du gouvernement italien, ce communicateur aurait aussi une sorte de droit de regard sur la RAI, la télévision publique. Peu importe, cet homme tient aujourd'hui sa revanche. Il avait déjà été au pouvoir en 1994, mais fut contraint à la démission après seulement 7 mois à la tête du gouvernement. Et les réactions à cette victoire de Berlusconi sont ce soir plutôt mitigées. À l'étranger, félicitations du gouvernement de droite espagnol et du porte-drapeau de l'extrême droite autrichienne. En France, Hubert Védrine, le ministre français des Affaires étrangères, déclare que le gouvernement sera attentif et s'il le faut vigilant. Déclaration jugée inopportune par Valéry Giscard d'Estaing. Alors Anne Pourcinet, vous êtes en Italie. Comment expliquer cette relative prudence dans les réactions ? Eh bien, écoutez, le principal problème de Silvio Berlusconi par rapport à l'Europe, c'était Umberto Bossi qui faisait partie de son alliance. Car Umberto Bossi est le président d'un parti qui s'appelle la Ligue du Nord, qui est un parti populiste, xénophobe parfois, un parti régionaliste anciennement séparatiste qui voulait séparer le nord de l'Italie du sud, qu'il considérait comme un boulet économique. Alors, la bonne nouvelle pour Silvio Berlusconi, c'est que Umberto Bossi vient de réaliser un mauvais score, 5% des voix à peu près, alors qu'il avait fait 10% en 1996. Et donc, Silvio Berlusconi va se trouver en position de ne pas devoir lui proposer un poste important dans le gouvernement, ce qui va certainement faciliter ses relations avec l'Europe et ce qui va probablement le rassurer, car Silvio Berlusconi garde un assez mauvais souvenir de sa cohabitation au sein du gouvernement avec Umberto Bossi. C'était en 1994. Après 6 mois de pouvoir, Umberto Bossi avait claqué la porte du gouvernement, le faisant tomber. Merci Anne pour ces précisions. Et puis pour être complet, sachez que la gauche arrive en tête au municipal à Rome et à Naples et que la droite, de son côté, conserve Milan, la ville de Berlusconi. L'autre scrutin important, c'est celui qui avait lieu au Pays Basque espagnol. Le Parti populaire de José María Aznar au pouvoir à Madrid espérait pouvoir mettre un terme à 20 ans de domination des nationalistes modérés du PNV sur la région. Paris raté. Le Parti national basque remporte ces élections, même s'il lui faudra conclure des alliances pour gouverner. Autre fait marquant, la défaite des nationalistes proches de l'ETA. Reportage dans l'un de leurs bastions à Hernani, Agnès Varamian et Sylvain Doba. Gora Eta, vive ETA, mais même ici, le bras politique du mouvement armé a perdu des voix. À Hernani, une ville de 20 000 habitants, gérée depuis toujours par des élus proches de l'organisation séparatiste. Joseba Paron a voté hier pour la vitrine d'ETA. Il reconnaît la défaite, mais répète qu'il n'est pas suffisant de condamner la violence. Mon plus grand désir, c'est de pouvoir vivre dans un Pays basque libre. Et tant que ce ne sera pas possible, je suis sûr qu'il y aura des gens pour prendre les armes, même si je ne suis pas d'accord. L'échec est cuisant. Les radicaux et leurs sympathisants ont perdu la moitié de leur siège au Parlement régional. Peut-être que c'est le bon moment pour une trêve. C'est peut-être le moment de s'arrêter, de voir ce qui se passe, de voir où on va. Les voix perdues de l'ETA ont permis aux nationalistes modérés de l'emporter. Ils sont au pouvoir depuis 20 ans dans cette province autonome et ont toujours condamné les attentats. On croit qu'on peut défendre nos idées sur les voies démocratiques et politiques et on ne veut pas la violence, on refuse l'État.
Mais ces nationalistes ne renoncent pas à leur rêve d'indépendance et ils prônent le dialogue, même avec les plus durs. Nous voulons une société de paix, nous voulons le dialogue maintenant, nous voulons trouver une solution au problème de la violence. Le message s'adresse aux partis au pouvoir à Madrid, la droite espagnole qui refuse toute discussion, qui croyait l'emporter hier en promettant la fin du terrorisme et qui a perdu face aux nationalistes. Avec ce scrutin où 80% des électeurs ont voté, les Basques ont donc choisi clairement de tourner le dos à la violence. ETA n'a pas encore réagi aux résultats, mais si les clandestins considèrent que l'effondrement de leur bras politique n'est qu'une péripétie électorale, eh bien la violence continuera. Et commentaire unanime du gouvernement français et de la présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine, les Basques ont montré un clair rejet de la violence et du terrorisme. En Israël, à la veille de l'anniversaire de la création de l'État hébreu, l'armée a abattu 5 policiers palestiniens la nuit dernière en Cisjordanie et pilonné plusieurs objectifs de la bande de Gaza. Même si Ariel Sharon, le Premier ministre, affirme ne pas rechercher l'escalade, c'est pourtant l'impression que donne son armée depuis une dizaine de jours dans ses interventions sur le terrain. Claude Sampère est à la Bouramed. La nuit dernière à Gaza, un nouveau raid de l'armée israélienne. Depuis une dizaine de jours, l'armée israélienne multiplie ce genre d'opération. Aujourd'hui, elle n'hésite plus à rentrer en zone palestinienne lorsqu'elle l'estime nécessaire. Récemment, Ariel Sharon a autorisé tous ses officiers sur le terrain à intervenir en secteur palestinien sans en référer au préalable à l'échelon politique. Les militaires israéliens sont donc maintenant plus libres d'agir comme ils l'entendent. Cet après-midi à Ramallah, plusieurs milliers de personnes ont manifesté après la mort de 5 policiers palestiniens la nuit dernière. Il y a un mois, une intervention israélienne en secteur palestinien provoquait des réactions dans le monde entier. Aujourd'hui, ce type d'action a lieu tous les jours. En fin d'après-midi, au sud de Jérusalem, des tirs palestiniens touchent le quartier juif de Gilo. L'armée israélienne réplique immédiatement. Ces incidents sont les derniers d'une journée déjà très longue. Pour les Palestiniens, il faut comprendre que chaque intervention de l'armée israélienne en secteur palestinien constitue une violation flagrante des accords d'autonomie. Ce matin, ils ont déposé une protestation officielle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils demandent que ces interventions de l'armée israélienne cessent. En France, l'actualité, c'est d'abord la préparation du grand débat à l'Assemblée sur la Corse. Le texte de loi n'en finit pas d'être affiné avant d'être présenté demain aux députés. Parmi les articles les plus controversés, la dévolution de certains pouvoirs à l'Assemblée corse et l'enseignement de la langue corse. Les précisions avec Alix Bouillaguet et Jean-Louis Boussert. Il aura fallu 18 mois de négociations entre le gouvernement et les élus corses pour aboutir à un texte déjà fortement amendé. Premier point, l'adaptation des lois et règlements par l'Assemblée de Corse. Remaniée après avis du Conseil d'État, la nouvelle version de cet article indique que c'est le Parlement qui votera au cas par cas des lois permettant à l'Assemblée de l'île de procéder à ces adaptations. Remanier également la disposition concernant l'enseignement de la langue corse. Après plusieurs retouches, le corse devient une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires. En fait, un enseignement quasi obligatoire pour les élèves. Troisième point, la loi littorale. L'Assemblée de Corse serait susceptible de prendre des dispositions contraires à la loi existante. Ainsi, des constructions proches de la côte pourraient être autorisées. Enfin, le statut fiscal. Le texte prévoit une exonération de taxes professionnelles et une aide aux investissements pour les PME. De plus, le paiement des droits de succession, suspendu dans l'île depuis plus d'un siècle, serait progressivement rétabli. On vient de le voir, l'une des dispositions qui risque d'avoir le plus de conséquences, c'est bien sûr la loi littorale. L'Assemblée corse, selon le projet, pourrait y déroger dans certaines conditions. Dans cette île où la grande majorité du littoral est encore vierge de toute construction, l'enjeu, on s'en doute, est d'importance. En Corse, Arnaud Boutet et Jean-François Renoux. Sur la plage, certains ne passent pas inaperçus. Voici la nouvelle équipe municipale. Cette majorité RPR nationaliste affiche certes un tandem politique original, mais son programme est très clair. Nous avons été élus pour développer Sartène et pas que le littoral. Je dirais nous sommes là pour sortir Sartène de cet immobilisme dans lequel il se trouve depuis 24 ans. Ici, il n'y a rien, à part cette maison. Elle devait loger le gardien d'un immense centre de vacances. Le projet n'a jamais vu le jour, le maire sortant n'en voulait pas. Le site a été classé, il est inconstructible. Le projet de loi doit permettre à l'Assemblée de Corse de définir elle-même les espaces à protéger. Le nouveau maire mise sur les dérogations de construction pour attirer les touristes et les habitants. Si les gens qui viennent ici, qui voient le site qui est beau,
qui à 200, 300, 400 mètres veulent faire une maison, on leur vend un site qui est en harmonie avec le paysage, et ces gens-là, on leur a multiplié par 100 et par 1000 et 2000, ça aurait fait une population beaucoup plus importante pour Sartène. Troisième ville de Corse dans les années 50, Sartène se situe aujourd'hui en 17e position. Pendant la campagne des municipales, deux thèmes s'affrontaient, développement touristique ou bien préservation de la loi littorale. Pour les défenseurs de la nature, il y a aujourd'hui danger. Dire qu'il n'y a pas d'enjeu d'un certain type sur le littoral corse et croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil est une idée fausse. Et je suis persuadé que le peuple corse progressivement en prendra conscience. Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'argent sale? Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'argent d'une manière multiple et variée qui peut venir en Corse et nous regarderons lorsque les dossiers nous seront présentés. À Sartène, sur les 33 km de côte, 27 appartiennent au Conservatoire du patrimoine. L'État possède 20% de l'ensemble du littoral. Trop peu pour certains, suffisant pour d'autres. Une chose est sûre, en Corse, les projets touristiques ne devraient pas manquer. Au fil du temps et des rédactions du texte, les positions entre partisans et adversaires du projet se sont rapprochées, mais celui qui reste sans doute l'adversaire le plus acharné du texte est Jean-Pierre Chevènement. Il parle d'abdication de l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez ce soir dans l'émission L'Entretien d'Alain Duhamel sur France 2. La révision du procès d'Omar Haddad, au vu des nouvelles expertises, l'avocat général donne son feu vert. Le jardinier marocain, condamné en 1994 pour le meurtre de Ghislaine Marchal, pourrait donc voir son affaire rejugée si la Cour le décide. Elle rendra sa décision le 25 juin prochain. Valérie Hermite, Blaise Grenier et Alain Locaccio. Omar Haddad à nouveau devant la justice, mais cette fois à sa demande pour obtenir la révision de sa condamnation. Les contre-expertises ordonnées par la commission de révision constituent-elles des faits nouveaux? Pour l'avocat général, cela ne fait pas de doute. Les nouveaux experts se sont en effet montrés incapables d'attribuer à quiconque l'inscription accusatrice « Omar m'a tué ». Mais surtout, en analysant les portes ensanglantées, 2 ADN masculins différents ont été trouvés et ils n'appartiennent pas à Omar Haddad. Pour le parquet, ces éléments étaient inconnus lors du procès et justifie que la Cour de révision soit saisie, ce que demandait l'avocat d'Omar Haddad. Le renvoi devant une nouvelle juridiction, c'est pour vérifier tout ça. Nous ne disons pas qu'ici, la preuve doit être apportée de l'innocence. Nous disons qu'ici, on doit apporter des éléments qui suscitent un doute et une discussion. La partie civile a réfuté point par point ces doutes. Pour l'avocat de la famille Marchal, la victime a évidemment désigné son assassin. Les portes ont été à l'audience de la cour d'assises manipulées par tout le monde, dans des conditions telles que n'importe qui a pu y laisser son ADN. Je reste convaincu. Qui a pu écrire cette inscription avec le sang de la victime et bloquer la porte? C'est pas concevable. C'est pas concevable que ça puisse être quelqu'un d'autre que la victime elle-même. Omar Haddad n'a pas dit mot ni dans la salle d'audience ni en dehors. Tout juste, s'est-il amusé de la cohue médiatique qu'il a engendrée. Le 25 juin prochain, la commission de révision dira si elle estime nécessaire de saisir la Cour de révision qui seule peut décider de la tenue d'un nouveau procès. En revanche, Jean-Louis Turquin, condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de son fils, ne sera pas rejugé. Sa requête a été rejetée. Jean-Louis Turquin soutient que son fils, toujours vivant, est caché par sa mère en Israël sous un faux nom, ce que n'a pas établi l'enquête. Et puis dans le procès des agresseurs du gendarme Nivelle, Marcus Warnecke, le supporter allemand, a livré aujourd'hui un demi-aveu. C'est bien lui, a-t-il reconnu, que l'on voit sur certaines photos de violence prises après l'agression. Dans l'Oise, les recherches n'ont pour l'instant rien donné. Nicolas Huguet, le petit garçon de 5 ans disparu samedi près d'un chemin de halage, est toujours porté disparu. Au moment de sa disparition, l'enfant était vêtu d'un jogging gris, d'un t-shirt sombre et d'une casquette bleue. Il participait avec ses parents et des amis à une partie de pêche. Dans la région d'Abbeville, avec le beau temps de ces derniers jours, l'eau a continué de baisser, mais pour qu'elle s'écoule plus vite, les autorités ont décidé de faire sauter certains ouvrages d'art qui ont un effet de bouchon. Zinedine Boudaoud, Laurent Siron ont accompagné les militaires en mission de repérage. La Légion en a vu d'autres, habitués par exemple aux eaux du Maroni en Guyane. Pour autant, cette navigation dans les marais de la Somme n'a rien de romantique. Les hommes du génie militaire ont trouvé ce qui empêche l'évacuation des eaux loin des habitations. L'eau étant immobile, une sorte de lac, le mouvement ne se faisait plus, donc on supposait la présence d'un bouchon.
Un bouchon, c'est-à-dire un obstacle comme celui-ci qui retient des millions de mètres cubes d'eau. Un chemin bétonné construit dans l'illégalité par un particulier ou encore cet enchevêtrement de troncs d'arbres. Près de cette cabane de pêcheurs, un canal va être creusé par l'armée. Des dizaines d'arbres seront abattus au bénéfice de la population sinistrée. Les conséquences que nous espérons, c'est d'abord sortir les habitants de l'eau. Ceci, bien sûr, est la première conséquence la plus importante et la plus immédiate. 17 millions de francs seront consacrés par le Conseil général de la Somme à ce plan afin d'améliorer l'écoulement des eaux à Abbeville. 3 ponts vont être démolis. Il y a des ponts qui effectivement et des canalisations d'assainissement d'eau qui servent un peu de bouchons en quelque sorte, alors qui ne sont pas à l'origine de l'ensemble des inondations, mais qui aujourd'hui freinent le débit et freinent l'écoulement des eaux. Du coup, ce ruisseau va très vite accueillir une partie des eaux retenues depuis 45 jours dans le quartier des Planches. Les opérations de démolition et de terrassement débuteront la semaine prochaine. Les sinistrés de ce faubourg d'Abbeville seront peut-être alors en situation de mesurer l'étendue des dégâts. Et puis à Paris, sachez que la circulation sur les voies sur berge a été totalement rétablie. Le dépistage du cancer du sein, Bernard Kouchner a décidé de le généraliser pour les femmes de 50 à 74 ans. Dans les 2 ans qui viennent, près de 5 millions de mammographies seront ainsi généralisées gratuitement. Une pratique déjà en cours dans une trentaine de départements et qui a permis depuis 10 ans une baisse de la mortalité de 30%. Christine Boss et Pascal Roger. Entre 50 et 65 ans, une radiographie des seins tous les 2 ans. C'est encore le meilleur moyen d'être rassuré. Il y a 10 ans, ce spot télévisé sensibilisait les Alsaciennes au dépistage du cancer du sein. Autant dire qu'ici, une mammographie est un acte banal. En 12 ans, 250 000 examens de ce type ont été réalisés dans le Bas-Rhin grâce au premier programme systématique de dépistage des cancers du sein. Totalement gratuit, il s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans. Un dépistage du cancer du sein est réalisé par 2 clichés radiographiques, face et profil. C'est un examen parfaitement indolore, rapide d'ailleurs, et efficace. Les radiologues émettent un premier avis mais ne communiquent aucun résultat à la patiente. Les radios sont expédiées au siège de la DEMAS, l'association de dépistage des maladies du sein, où elles sont soumises à une 2e, voire une 3e lecture en cas de litige. Les résultats sont ensuite transmis aux médecins traitants. 75 000 femmes ont ainsi été dépistées. Nous avons dépisté 923 cancers du sein au 31 décembre 2000, que parmi ces cancers du sein, plus du tiers avaient moins de 1 cm ou 1 cm, c'est-à-dire ce qui permettait de faire des traitements non mutilants, d'éviter la mammectomie, avec des thérapeutiques beaucoup plus efficaces, puisque le diagnostic était précoce. Ce dépistage systématique, effectué tous les 2 ans, a permis de faire chuter la mortalité de 30%. Les misères de la sécurité sociale, une nouvelle fois, la Caisse nationale d'assurance maladie croule sous les feuilles de soins non traitées. Elles sont près de 15 millions en souffrance et les délais de remboursement peuvent atteindre plusieurs mois. Les explications d'Éléonore Gay et Patrick Desmully. Qu'est-ce qui se passe avec votre ordinateur? Il y a une panne du système, on ne sait pas d'où ça vient. Réseau informatique paralysé. Dans ce centre de sécurité sociale parisien, c'est presque la routine depuis 2 mois, date de l'installation d'un nouveau logiciel. Résultat, chaque jour, des centaines de feuilles de soins s'entassent dans les cartons. Ici, le délai minimum de remboursement dépasse les 3 semaines. On ne sait pas quand on sera remboursé et on ne sait pas surtout ce qu'il faut faire. Les causes de l'embouteillage, le renouvellement important des dossiers de couverture maladie universelle, mais aussi les ponts du mois de mai. Le stock de dossiers a été multiplié par 4. Dans un tiers des caisses, par exemple, ça fonctionne très bien. Dans un autre tiers, ça fonctionne moyennement et dans un tiers, ça fonctionne très mal. C'est temporaire. Je reconnais que c'est du temporaire qui dure. Donc, 2 objectifs pour nous très concrets. D'ici le 30 juin, réduire le solde de moitié. Notamment grâce à ces créations d'emplois. Deuxièmement, mais là chaque Français concerné, utiliser beaucoup plus Vital. En attendant l'embauche de 450 nouveaux collègues, les agents de la sécurité sociale ne se font pas d'illusions. On ne peut pas aller plus vite que la musique, on fait le travail qu'on doit faire. Une bonne volonté qui ne fait pas le poids face au mécontentement des assurés. Je trouve ça lamentable. Déjà d'une première chose, parce que quand on est en arrêt, bon, de toute façon il faut faire des avances de frais. Il faut bien manger pendant ce temps-là également et attendre 6 mois, je trouve ça déplorable.
Une amélioration est promise, mais elle pourrait être de courte durée, un simple répit avant le délicat passage à l'euro. Du côté de la SNCF, malgré des pertes d'environ 1 milliard de francs engendrées par les grèves cette année, la SNCF repart à la conquête de sa clientèle avec des réductions de 15 à 30% sur les prix de la carte Orange en région parisienne pour se faire pardonner, mais uniquement pour le mois de mai. Que sont nos RTT devenus? La réduction du temps de travail se taille un franc succès auprès des salariés, davantage encore chez les cadres. Plus de 60% des personnes interrogées estiment que la mise en place des 35 heures a entraîné une amélioration de leur vie quotidienne. Florent Muller et Laetitia Fouquet. Pour bien commencer la semaine, il suffit de prolonger le week-end. Chaque mois, 6 millions de Français patausent dans le bonheur des 35 heures. Les marmots barbotent, les parents parlotent. La RTT, c'est d'abord une amie de la famille. Ça représente, selon les secteurs, 15-17 jours de congés supplémentaires, ce qui est appréciable forcément. Qu'est-ce que vous en faites de vos jours de congé généralement? Généralement, on part en congé avec les enfants. Chez les marteaux du bricolage, la réduction du temps de travail connaît le même succès. 70% des Français s'y adonnent et les magasins ne désemplissent pas. Ici, les 35 heures, ça vaut le clou. On est obligé de prendre 2 jours de RTT par mois. Voilà, aujourd'hui c'est tombé aujourd'hui, voilà. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Eh ben, je vais en profiter pour faire tout ce que je peux pas faire dans la semaine quand les magasins sont fermés le week-end. Selon une étude menée par le ministère de l'Emploi, 59% des Français estiment que les RTT embellissent leur vie quotidienne, tandis que 28% ne voient guère la différence. Mais pour certains, sous le réconfort, il y a l'effort. Et la RTT est dépensée à se faire une santé pour les dures journées de travail à venir. C'est un bien et un mal. Un bien parce qu'effectivement on a des repas en plus, mais un mal parce que on nous avait promis de l'effectif, en fait on n'a pas d'effectif en plus. Dans leur vie professionnelle, seuls 26% des salariés sont satisfaits des 35 heures. Près de la moitié d'entre eux sont contraints à une grande polyvalence et soumis à plus de stress. L'extraordinaire, c'est finalement de pouvoir mener une vie ordinaire. Sauf pour les salariés qui toute l'année cumulent leur RTT comme des fourmis. Ceux-là pourront chanter tout l'été. Voilà, sur ces belles paroles, il est temps de retourner à Cannes pour retrouver Claude Sérillon avec de très beaux invités. Claude. Voilà, dans quelques instants, j'aurai le privilège de rejoindre à la table Gérard Houry, entouré de Michel Morgan, Daniel Thompson, Christopher Thompson et Jean-Paul Belmondo. Hommage à Gérard Houry du Festival de Cannes ce soir. Auparavant, 2 instants importants de la compétition cannoise. Une compétition qui est souvent grave, sérieuse, même quelquefois difficile à regarder. On a notamment vu le film français de Cédric Kahn, Roberto Succo, l'histoire de ce gangster, de ce malfaiteur qui a eu une cavale meurtrière sanglante à la fin des années 80. Cédric Kahn a proposé ce Roberto Succo, qui a beaucoup intéressé ce matin la compétition cannoise. Reportage de Marie Jojoin et Patrick Voix. Un inconnu de 26 ans pour interpréter Roberto Succo, le tueur en série italien des années 80. Repéré dans la rue, Stefano Cassetti a été choisi pour donner plus d'intensité au personnage. Je rentre chez les gens pour manger, pour prendre des douches, pour faire l'amour avec les femmes de la maison. Je m'appelle Paul. Ma femme aussi est terroriste. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Roberto Succo avant de commencer le film. Et Cédric, il m'a conseillé de ne pas me documenter sur ça. C'était important de pas réfléchir. Tout est tout pour moi dans ma vie. Roberto Succo, sanguinaire, imprévisible, ennemi public numéro 1, amoureux d'une lycéenne qu'il épargnera. Il m'a dit qu'il voulait des vêtements, c'est tout. Vous doutiez donc qu'ils sont des coupables de quelques délits? C'était important pour moi de trouver la bonne distance, c'est-à-dire d'être avec Roberto Succo et de le suivre à la trace comme ça dans ses actions, dans les choses un peu extrêmes, et puis aussi toujours de donner une référence de réalisme et de montrer ce qu'il a réellement fait pour rappeler aux spectateurs qu'on est face à des faits réels et ne pas qu'il y ait le principe d'identification au personnage. Le film il est brut et chacun prend ce qu'il veut ou pas. Un film à double détente, romanesque mais aussi documentaire. Et surtout la performance étonnante d'un inconnu au regard magnétique. Laissez-nous passer, j'ai la thune! Laisse-moi dire aussi, laisse-moi dire! Impressionnant également le film du réalisateur autrichien Michael Haneke, La pianiste, histoire d'une musicienne d'une névrose terrible, avec une performance tout à fait étonnante d'Isabelle Huppert. Pascal Deschamps et Jean-Louis Molin nous parlent de cette performance d'Isabelle Huppert dans ce film La pianiste.
C'est une douloureuse musique des sentiments que joue Isabelle Huppert. Professeure au conservatoire, son personnage Erika a sacrifié sa vie pour réussir sa carrière. Arrêtez. Pendant 2 heures, elle va nous offrir le visage de la détresse pure, celui d'une femme qui s'interdit d'aimer. Revenez au début. C'est quelqu'un qui instinctivement veut aussi faire voler en éclats les schémas habituels de la domination masculine sur les femmes. Et c'est quelqu'un qui entretient une confusion, évidemment, avec tout ça, et qui d'emblée pense que le sentiment amoureux va la rendre dépendante, va faire d'elle une victime et va la blesser mortellement. Je n'ai pas de sentiment, Walter. Vous feriez bien de vous mettre ça dans la tête. Et même si j'en ai un jour, ils ne triompheront jamais de mon intelligence. Il est difficile de traduire par quelques secondes d'extrait la violence du film. S'il provoque, ce n'est pas pour ces images-là, mais pour d'autres. Michael Haneke filme au scalpel les errances d'une femme qui se réfugie la nuit dans les rapports sadomasochistes. J'aurais pu avoir peur de faire le film. À ce moment-là, je ne l'aurais pas fait. Si vraiment la peur avait été insurmontable, j'en ai pas eu peur. J'en ai pas eu peur parce que le cinéma étant avant tout affaire de croyance, j'avais décidé d'y croire et de croire en Michael Haneke et je ne pensais pas qu'il m'amènerait à la destruction. Loin de là, le réalisateur autrichien a offert à Isabelle Huppert l'un des plus grands rôles de sa carrière. Un rôle qui pourrait bien lui valoir, 23 ans après Violette Nozière, un nouveau prix d'interprétation à Cannes. Voilà, on n'y est pas encore, ce sera dimanche prochain. Pour l'instant, ce soir, le moment d'émotion, le moment de vrai bonheur, c'était de retrouver Gérard Houry sur les marches du Palais du Festival. Il était entouré, bien sûr, de sa famille, que vous allez voir autour de moi sur cette place, mais il y avait aussi Smaïm, Boujna et beaucoup d'acteurs qui ont eu le plaisir de jouer avec Gérard Houry sous sa direction. Gérard Houry, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Mais merci peut-être globalement de nous avoir fait tant rire. Alors il y a un peu un paradoxe, c'est que Cannes ne vous avait jamais célébré à ce point-là. Non, c'est vrai. Je n'ai jamais eu de film sélectionné à Cannes. Bon, voilà, et bien vous voyez, tout vient à point qui sait attendre. Et vous prenez ça comme une revanche ou comme un clin d'œil de l'histoire? Moi non, pas une revanche. Je dis tout arrive le jour où les choses doivent arriver. Vous savez, il y a 2 choses pour moi qui comptent plus que tout au monde, c'est l'amour et l'amitié. Et à cette table, j'ai l'amour et j'ai l'amitié. Je peux vous demander quand même quelque chose. Est-ce que vous avez une recette maintenant à dire, maintenant que vous avez fait tous ces films, une recette de la manière dont vous avez pu faire autant de succès en si peu de films, tout compte fait? Aucune recette. Aucune recette, sinon le frémissement intérieur, ça veut dire tout d'un coup de se dire c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est tel interprète qu'il me faut, il va me rejeter ou il va accepter. C'est une conjonction d'artistes dont le maître d'œuvre est le metteur en scène. Mais il y a plein d'apports d'auteurs, de techniciens. C'est pour ça que quand je vois un film réussi, je me dis mais tant de gens ont travaillé, ce film est réussi, c'est magnifique, il va demeurer. Peut-être trouvera-t-il dans les années qui viennent, je le dis toujours, des nouveaux supports qui lui permettront d'exister encore dans X années, d'être un témoignage de l'époque que nous vivons. Alors je vais interroger votre petit-fils, Christopher Thompson. Qu'est-ce que vous avez appris de votre grand-père, vous qui êtes à l'orée d'une carrière? C'est difficile de dire, c'est difficile de quantifier ça, mais il y a une transmission, mais il y a une transmission qui est comme dans toutes les familles, je crois, mais qui est une transmission qui est essentielle et qui est importante et qui sur des choses moi je l'ai vu travailler, je l'ai vu aimer travailler, adorer ça plus que tout, je crois. Et voilà, oui, si je peux dire un truc, c'est vraiment ce bonheur dans le travail que j'ai vu chez lui. Vous êtes d'une génération, on fait plutôt des films graves, des films durs, des films lourds, on en voit quelques-uns ici, oui. Alors que vous êtes dans une famille où, alors Dieu sait si on aime rigoler quand même. Rire, oui. Non? Oui, non, mais il y a des gens de ma génération qui font des films drôles, heureusement, et ça et il y en aura toujours. Je pense que c'est vrai qu'on est à Cannes, et à Cannes en général, on voit des films plus sérieux que Rabbi Jacob, qui est en train d'être projeté en ce moment, mais bon, ça c'est un petit peu la loi du genre, et c'est comme ça, mais c'est vrai que ce soir il y a cette projection, et le bonheur
que moi j'ai senti dans la salle tout à l'heure avec du public quand le générique a démarré, qu'ils ont entendu cette musique que tout le monde connaît. Il y a une vraie jouissance des gens qui étaient là. Et on ça, peut le revoir X fois. Ouais. Daniel Thompson, c'est un artisanat familial, le cinéma, l'art d'écrire, de bien écrire et de faire rire et de divertir. Je pense que c'est un mélange, oui. Je pense que c'est merveilleux quand on peut se transmettre justement d'abord ce bonheur de travailler dont Christopher parlait, parce que de voir ses parents partir le matin au travail heureux d'aller faire ce qu'ils font, finalement c'est un privilège extraordinaire. Et puis de leur donner envie, donc j'imagine, de faire la même chose. Moi c'est ce que j'ai ressenti avec mon père. Et pourtant quand on est enfant d'acteur, on connaît aussi les difficultés. C'est un métier curieux, c'est un métier d'attente, etc. Et réellement, il était drôle ou il était sévère avec vous? Ah mon Dieu, il était vraiment un père, c'est-à-dire que j'ai toujours vu quelqu'un qui adorait rire, ça c'est certain. Il y avait de l'humour, il y avait un ton dans la famille qui a toujours été un ton d'humour, qui était le sien, celui de ma grand-mère, celui de ma mère. Mais il y avait une sorte de limite, on parle toujours des limites qu'on donne aux enfants maintenant. Il y avait une éducation, il y avait une notion de l'importance du travail et de gagner sa vie, et de faire un métier, d'apprendre des choses. Ça, c'était tout à coup autre chose, c'était très strict. Michel Morgan, pourquoi n'avez-vous jamais fait de comédie vraiment un petit peu folle? Non. Comme Gérard Horry a fait. Il vous a jamais proposé? Non, mais j'ai tourné avec Gérard, j'ai tourné plusieurs fois, j'ai tourné tout à fait à ses débuts de metteur en scène. Un film à sketch dans lequel il y avait ce sketch, mais c'était un sketch dramatique. Et je crois que c'est dans ce film à sketch que Gérard a fait tourner De Funès dans un petit rôle. Et c'est De Funès qui lui a dit « Mais pourquoi ne fais-tu pas des films comiques ?» Et voilà, moi j'étais dans le premier film qui était un film dramatique. Et après, Gérard a fait des films comiques, et je ne me vois pas très bien en faisant... Sapritch. En faisant Sapritch, dans Folie des grandeurs. Oui. Non. Oui. J'ai préféré finalement vivre avec Michel Morgan et faire des films comiques avec De Funès. Ah oui, vous trouvez que c'est mieux? Oui, d'accord. Vivre avec De Funès. Vous diriez de Gérard Horry que c'est effectivement, comme l'expression que j'utilisais, un artisan du cinéma, quelqu'un qui peaufine beaucoup son travail, ou c'est un anxieux? C'est tout à la fois. Ça dépend des moments, ça dépend des jours. Mais c'est vrai que c'est à la fois un artisan, il a beaucoup d'humour, et il a le don de l'observation, donc il fait un mélange savant d'humour, de précision et de travail surtout. Jean-Paul Belmondo, vous êtes passé de Godard à Horry, de Melville à Brocard. Et alors comment on s'y retrouve, notamment quand on travaille avec Gérard Horry, qui vous propose quand même des choses difficiles, drôles, où il faut avoir une énergie, un tonus incroyable, non? Ben, vous savez, d'abord, je crois que c'est une chance de pouvoir avoir joué avec Godard et avec Gérard Horry. Mais pour vous dire la vérité, moi, quand j'ai voulu être acteur, c'était le comique qui m'attirait. Quand j'étais au conservatoire, je n'ai travaillé que des rôles comiques, tout le temps. Et c'est Godard qui, avec un bout de souffle, m'a entraîné dans un autre genre de cinéma et de rôle. Mais mon départ, moi, mon rêve, c'était de jouer des vaudevilles, quoi, voilà. Ouais. Alors le Donc, cerveau, quand j'ai rencontré, c'est formidable. Voilà, quand j'ai rencontré Gérard, j'étais fou de joie de tourner avec lui, parce que c'était un cinéma que faisait Gérard que j'adorais. Et il m'a donné un personnage formidable et la joie de jouer aussi avec Bourvil. Avec Bourvil, oui. Et en plus, Gérard, je dois dire, il était acteur. Donc, vous savez, les acteurs aiment bien les acteurs. Et comme Gérard est ici, alors, il vous dirigeait comment? Il vous laissait libre d'inventer des choses, ou il était très directif, vous obligeait à tenir le vous savez, il y a une bonne chose. Déjà, il vous met dans des bonnes situations. Je crois que c'est la meilleure direction d'acteur, c'est de mettre l'acteur dans une bonne situation et avec un beau rôle, ce qu'il m'avait donné. Et évidemment, il dirige très bien, mais c'est pas un dictateur. Il vous fait ça travailler à l'intonation. Quand on a un pur sang, on ne donne pas des grands coups d'éperon dans le ventre. On le dirige avec. Il faut se faire léger sur le pur sang, sur le cheval, lui donner une espèce de caresse. C'est vrai qu'on ne vous imagine pas dictateur, quand même. Non, c'est pas ça. Non, il sait juste dire ce qu'il faut, je crois que c'est bien. C'est pas nécessaire. Alors, Gérard, oui, ça passe très vite dans un journal, mais on voulait absolument vous rendre hommage ce soir. Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez envie de transmettre et quel serait
par exemple, la leçon que vous tirez de vos années cinéma? Travail, travail, travail. Une bonne histoire, plus une bonne histoire, plus une bonne histoire. C'est Gabin qui disait ça, et c'est la vérité, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de cinéma. Il y a plein de cinéastes dans le monde qui font des choses différentes. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, si j'avais quelque chose, un conseil à donner aux jeunes, c'est une bonne histoire, plus une bonne histoire, plus une bonne histoire. C'est pas moi qui l'ai inventé. Merci beaucoup d'être venu autour de cette table. Et puis l'hommage du Festival de Cannes à Gérard Houry a été salué par énormément de gens ce soir. Merci de nous avoir beaucoup fait rire et beaucoup divertir. Voilà Benoît pour cette édition spéciale en direct de Cannes. Merci Claude, et on vous retrouve bien sûr demain avec d'autres surprises et d'autres invités. Je vous rappelle les derniers titres de ce journal. La victoire de Silvio Berlusconi en Italie. 7 ans après un bref passage au pouvoir, le magnat de la télé italienne reprend les rênes du pays. Un scrutin marqué par la baisse d'influence de son allié de la Ligue du Nord, Umberto Bossi. La France appelle ce soir à la vigilance. Et puis au Pays basque espagnol, c'est la victoire des indépendantistes modérés. Les partisans de l'ETA reculent et le Parti populaire de José María Aznar échoue dans sa tentative. Voilà, dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, suivie de Thierry Ardisson et puis d'Argent Public. Le dernier journal, ce sera à minuit 50, Thierry Tuillier. À 13h demain, vous retrouverez bien sûr Gérard Rolls. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver aux alentours de 20h avec à Cannes Claude Sérillon. Bonne soirée sur France 2.